Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette masterclass Ionis et demain la création. Un vaste sujet qui nous est proposé par l'école de création visuelle, d'animation et de jeux vidéo IARTSUP. Pendant cette masterclass, je serai entourée de mes invités que je vais vous présenter dans quelques instants et nous allons donc débattre de plusieurs sujets et tenter de vous donner des clés pour comprendre comment aujourd'hui la création est bouleversée par les outils numériques qui intègrent pour la plupart les IA génératives. Effectivement, les IA génératives évoluent à vitesse grand V et on peut se demander aujourd'hui quelle est la place de l'IA dans les métiers de la création visuelle. On peut également se demander comment l'école forme-t-elle des créatifs et comment le designer doit se positionner aujourd'hui dans la société et dans ses réflexions de création. Nous verrons aussi comment créer tout en respectant l'environnement. Pour en parler, je vous présente tout de suite les invités de cette masterclass. À ma gauche, Nicolas Becqueret. Bonjour Nicolas. Bonjour Alexia. Nicolas, vous êtes le directeur général de l'école IARTSUP. C'est ça. À ma droite, je suis avec Vincent Lamarche. Bonjour Vincent. Bonjour. Bonjour Vincent. Vincent, vous êtes donc directeur pédagogique d'IARTSUP Strasbourg et vous êtes fondateur du studio de création Noon, studio donc C'est français. exact, oui, tout à fait, basé à Strasbourg. Basé à Strasbourg, très bien. Et enfin, nous avons un alumni. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien Louineau, qui est donc alumni 2021, promo 2021 d'IARTSUP, et qui travaille aujourd'hui dans un studio de création de jeux vidéo français indépendant qui s'appelle Game Atelier. C'est ça, exactement. Depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans, parfait. Donc l'école donne du boulot, c'est bien ça aussi. Nous allons poursuivre tout de suite avec une première question pour Nicolas. Alors Nicolas, on entend souvent l'innovation, c'est aussi la destruction. C'est une expression empruntée à l'économiste Joseph Schumpeter, que vous aimez d'ailleurs citer dans de nombreux éditos. Alors, à chaud comme ça, est-ce que vous pourriez nous rebondir sur cette expression et nous dire comment l'IA peut détruire, ou du moins totalement révolutionner l'apprentissage dans une école comme IARTSUP, justement? C'est d'actualité. On entend dire que l'IA va détruire les métiers, possiblement créer beaucoup de chômage, que ça va remplacer les créatifs, les designers. En fait, tout ça, globalement, est assez faux. Mais effectivement, il y a une véritable destruction des modes de production actuels. Il faut, je crois, pour comprendre la situation, découper ça en 3 points. D'abord, les outils. Est-ce qu'il y a une modification, une transformation des outils? Certes, on va en parler, je pense, autour de cette table dans un instant. Est-ce qu'il y a une destruction de la relation entre les gens? Pas du tout. Au contraire. Plus la médiation des outils est forte, plus il faut reconstruire du sens et créer du sens entre les gens. Et puisqu'il y a une destruction des histoires et des narrations et des imaginaires sociaux qui font société et qui font lien entre les gens, pas du tout. Au contraire, il va falloir la recréer et les outils permettent aussi de recréer des relations autour des dimensions sociales, politiques, citoyennes, culturelles. Tout ça reste au cœur en fait de ce qu'est la société, de ce qu'est l'humanité et les outils sont au service de tout ça. Très bien, merci Nicolas. On va effectivement développer un petit peu. Adrien, je m'adresse à vous puisque vous êtes alumni, vous êtes sorti, comme je disais en introduction, en 2021 d'IARTSUP. Et aujourd'hui, vous êtes Technical Lighting Artist, donc dans ce fameux studio de création, un métier qui n'existait pas il y a 5 ans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà en quoi cela consiste et comment l'école IARTSUP vous a formé pour appréhender tous ces changements et rester dans votre position de créateur finalement? C'est ça. Oui, donc ça fait donc maintenant 3 ans que je suis dans un petit studio indépendant français avec Game Atelier. On est un peu une trentaine pour faire donc nos jeux la plupart du temps. Un exemple de jeu comme ça que peut-être certaines personnes pourraient connaître? On a annoncé récemment, donc il y a quelques temps, donc Otherskin, qui est notre premier jeu AA 3D. Donc c'était un des tout premiers jeux actuellement 3D qu'on a fait au studio, qui sort normalement dans la fin de l'année après, par là. Mais excusez-moi, vous pouvez juste répéter le nom du jeu, j'ai pas très bien pardon, entendu. Otherskin. Otherskin, d'accord. Donc ça, c'est un jeu 100% made in France. Made in France, on a juste eu de l'aide de nos co-développeurs qui sont allemands pour une partie, donc la partie QA, donc la partie test du jeu en tant que tel. Donc voilà. D'accord. Mais sinon, pour revenir sur le nom barbare de mon métier, qui est un peu compliqué pour la plupart des personnes, en gros, il est séparé en 2. On a donc le technical artist et le lighting artist. Dans un premier temps, donc le côté lighting, qui est mon métier à la base, avant de passer technical. Je m'occupe donc de la lumière sur les niveaux, d'éclairer les niveaux, et aussi donc d'aider le joueur à pouvoir s'orienter dans les environnements, tout en gardant le côté donc gameplay, donc le jeu en lui-même, pour que les joueurs s'orientent très bien et puissent aller aux objectifs que veulent faire les développeurs
et qu'on a voulu en fait, à la base. Donc ce côté-là, je m'occupe aussi de tout ce qui va être les éléments météo, de la post-production aussi, donc tout ce qui va être colorimétrie, espace géométrique et tout ça, c'est pour la fin, donc pour la fin de production la plupart du temps, c'est là où j'interviens le plus. D'accord. Et dans le deuxième temps, donc technical lighting artist, donc côté technique, je m'occupe aussi du tech art, donc c'est aider en fait le reste du studio sur des outils pour pas qu'ils soient perdus et largués au niveau technique. Que ça soit par exemple aider les resident artistes, donc ceux qui s'occupent des décors, à utiliser des outils qui vont les aider en fait à travailler plus vite et travailler plus efficacement, ou d'aller aider par exemple les développeurs certaines parties qui sont beaucoup plus artistiques que eux ne maîtrisent pas entièrement pour les aider au niveau du code par exemple. Et donc ces métiers qui viennent d'arriver, il y a 5 ans, donc c'est quand même des nouveaux métiers, on va dire. Comment aujourd'hui vous avez cette agilité à intégrer ces métiers avec l'IA notamment, enfin on parlera d'Unreal tout à l'heure dans un deuxième temps, mais dans quelle mesure quand on est formé à ces métiers, on a vraiment finalement besoin d'une formation pour s'adapter? C'est ça, je parlais tout à l'heure du côté gameplay, donc du côté joueur, le côté très sociologique que j'ai appris là-dessus en faisant des playtests, en testant d'autres personnes sur nos projets étudiants. Ça a apporté énormément, et même nos cours de game design qu'on a eu ici, on portait tout l'aspect sociologique et comprendre comment fonctionne un joueur, comment fonctionne son cerveau, qu'est-ce qu'il a envie et qu'est-ce qu'il a besoin dans un jeu. Tout ce genre de trucs-là, je l'ai appris ici, pratiquement, entièrement. Mais j'ai aussi appris beaucoup de choses dans les autres notions. C'est ça que maintenant je suis technical pour aider d'autres personnes parce que je connais après leur métier et je les ai appris aussi ici. Tout ce qui est développement, tout ce qui est donc level design, donc création de niveaux. Même que ça soit aussi des notions un peu qui sont pas toujours utiles, mais par exemple la musique. On a eu un workshop il y a maintenant, ça fait 4 ou 5 ans, mais depuis que je suis parti, sur la musique entièrement, donc comment ça fonctionne. Donc je suis même à les aider aussi là-dessus. C'est partie de tous les champs de métiers que j'ai un peu prévu. En fait, on a un peu près tout vu, ce qui gravite autour du jeu vidéo, et ce qui permet en fait d'aider les autres personnes à la création de jeux vidéo. Oui, donc comme ça, on n'est pas enfermé dans un métier et on peut justement rayonner, voire gérer des équipes comme vous le faites. Merci Adrien pour ces premiers éléments de réponse. On va passer à Vincent. Rebonjour Vincent. Rebonjour. Alors vous êtes alumni aussi d'ailleurs, comme Adrien, mais c'était il y a 20 ans. Enfin en tout cas, vous êtes rentré il y a 20 ans chez Artsup. Un plus ancien alumni, parmi les premiers. Parmi les premiers. L'école a été créée en 2001, donc j'étais dans les premières promos. Et vous êtes sorti en 2009. Je suis sorti en 2009. Et vous avez vu d'autres révolutions technologiques, d'autres outils. Et quand on a préparé cette masterclass, vous parliez du cloud en disant que c'était un outil qui avait permis de développer le travail collaboratif et donc qui avait permis justement, qui était une grande aide aussi dans ce travail-là créatif, collaboratif ou pour intégrer diverses compétences. Un mot là-dessus sur la manière dont vous percevez ces grands changements, ces nouveaux outils numériques. Et je rappelle aussi qu'au sein de votre studio Noon, vous avez un travail de presse, d'impression d'affiches, plutôt justement artisanale. Donc, quelle est votre perception justement de ces deux vitesses, cette double vitesse de la création ? Pour répondre à la question, effectivement, nous on a une activité dans laquelle on fait le grand écart entre le côté traditionnel de l'imprimerie à la façon de Gutenberg, donc plutôt une branche artisanat d'art, avec une démarche plutôt d'auteur. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel certains étudiants et Artsup ont envie d'aller, c'est-à-dire avoir un mode d'expression personnel qui trouve un public ou pas. Et puis après, on a un autre champ qui est plutôt dans le cadre du travail en contexte de commande, donc de la prestation de service, où là, on va faire des identités, où on va faire des supports de médiation pour le Centre national d'études spatiales, par exemple, pour expliquer qu'est-ce qu'il y a dans un moteur d'Ariane, ce genre de choses. Et donc, on fait le grand écart entre du numérique, et y compris même de l'expérimentation et de l'innovation numérique, puisqu'on fait aussi de la réalité augmentée sur papeterie, et de l'autre bout du spectre, plutôt quelque chose de très ancré avec la tradition, l'histoire de l'écriture, l'évolution de la diffusion du savoir, etc. Et en fait, moi, je vois l'évolution de la technique comme une opportunité, comme un nouveau terrain de jeu, comme des possibilités de tester de nouvelles choses, de faire des choses plus vite, d'en laisser de côté des rébarbatifs parce que la techno nous permet de gagner du temps et de se reconcentrer sur des activités plus de conception créative, de trouver des idées plus fortes, etc. Donc la techno, c'est ça. Trouver des idées plus fortes parce que vous êtes plusieurs. Oui, parce qu'on est plusieurs. On n'est pas tout seul isolé, c'est aussi un aspect important. Et ce travail collaboratif, là, ça peut sembler un peu
ancien de dire ça parce que ça nous semble complètement acquis, mais le cloud, en fait, quand c'est arrivé, c'est quand même une sacrée révolution parce que avant, on s'échangeait des fichiers avec des mails ou avec des clés USB, et puis les gens n'avaient pas la même version, on savait jamais qui avait la dernière, etc. Et on est passé dans une intégration de ça, notamment dans la suite Adobe, qui a permis vraiment de travailler à plusieurs sur un projet de façon extrêmement fluide. Et Unreal est dans le prolongement de ça aujourd'hui avec la capacité de travailler sur des niveaux de jeu, par exemple, en collaboratif, avec des briques qui peuvent se plugger aussi pour faire des choses en animation de façon collaborative. Et en fait, le cloud a déjà amorcé ce phénomène-là de se partager des bibliothèques de couleurs, pour prendre des exemples très concrets, les typographies d'un projet, tout ce qui peut constituer une charte, par exemple, qui peut donc on parle d'assets aussi, hein, comme en game, ou voilà, de tout ce qui est ressources aussi, hein. Il y a une nomenclature et un vocabulaire qui est assez transcanaux, d'ailleurs, on parle en web aussi d'assets, etc. Et donc, en fait, on va s'échanger des ressources, mais quand il y en a une qui est mise à jour, bah, tout le monde va profiter de la mise à jour et va avoir la bonne version au même moment. Donc, et c'est devenu un enjeu aussi, d'ailleurs, de pouvoir avoir des outils techniques qui permettent de s'assurer qu'on travaille chacun avec les dernières versions. Parce que ça évolue vite. Il y a ça aussi dans le code avec Git, hein, qui a révolutionné vraiment la façon de coder à plusieurs avec un projet en le mergeant et en regardant qui a travaillé sur quelle portion de code. Est-ce qu'il y a des choix à opérer, ou est-ce qu'au contraire ça va se mélanger sans qu'il y ait d'opération. Et ça a vraiment permis ça. Donc vous, en fait, tous les trois autour de la table, vous considérez que là, par rapport à la question initiale de la masterclass, que demain la création n'est pas menacée actuellement, et au contraire, les outils permettent réellement d'avancer juste différemment, mais qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'il y a des métiers qui vont disparaître d'après vous, Nicolas? Déjà, quels sont les métiers auxquels on est formé ici? Alors, il y a deux manières d'entrer dans les métiers, j'ai envie de dire. Il y a la structuration des métiers tels qu'ils sont formalisés dans les fiches métiers, par exemple de France Compétences ou de France Travail, qui correspond à des trucs très structurants, utiles pour les conventions collectives, etc. Ou les étudiants aussi. Mais voilà, mais chez nous, on va plutôt parler en termes de compétences. Il y a des compétences transversales qu'on retrouve dans les métiers de la création auxquels IRTUB forme, qui sont d'abord l'observation. On en a parlé, observer quoi? Le public, les usages, les tendances, l'histoire. On va chercher à la fois dans l'histoire des idées, mais aussi dans les outils de diffusion. C'est qu'est-ce qui se passe ici et maintenant et à qui on s'adresse. Il y a l'hypothèse de la production qu'on veut faire, c'est-à-dire quel jeu vidéo pour qui, pourquoi faire, quel type de narration, cinéma d'animation pour qui, pourquoi faire, pour provoquer quel type d'émotion, pour raconter quoi, pour former à quoi. La question vraiment du sens, quoi. Voilà, et là on le voit, c'est transversal, c'est les questions sociologiques, psychosociales, d'usage, anthropologiques, profondément humaines. Ensuite, il y a l'aspect créatif au sens de la production créative, mais on est déjà créatif dans la première phase, en disant j'ai des nouvelles manières de raconter quelque chose ou de sensibiliser à telle ou telle cause. Ensuite, il y a comment je fais pour le fabriquer. Et là, on voit que les outils peuvent aller du simple crayon, où on peut faire un dessin très touchant avec un stylo bille, comme des plateformes comme Unreal, où on peut faire des choses incroyables avec des débauches de moyens techniques. Mais au fond, tout ça est au service de l'usage. C'est le troisième point. C'est qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce que le public va faire et comment il va s'approprier tout ça. Et puis enfin, quatrième point, le regard rétrospectif. Alors ça porte des noms différents selon les secteurs dans lesquels on est. Dans le jeu vidéo, on appelle ça les post-mortem. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fini, on regarde ce qui a marché, on fait le bilan et on reconstruit quelque chose. Mais on a des bilans de campagne publicitaire, c'est un peu la même chose. Oui, les bilans de la sortie d'un film d'animation. Qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qui a marqué, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment on l'améliore. Et donc là aussi, on a un regard encore analytique et rétrospectif. Et au fond, c'est, on va dire, 4 compétences clés, elles se retrouvent dans tous les métiers. L'illustration le fait aujourd'hui en allant vers le terrain dit du concept art, c'est-à-dire penser en amont les créations, penser l'usage, penser les outils qui permettent de le faire. Et justement, l'illustration est un exemple qui prouve que ça a évolué. On n'est plus dans l'illustration pure aujourd'hui. Si on veut rentrer un peu dans le détail, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout, aujourd'hui on a beaucoup de jeunes, par exemple, qui arrivent en disant je dessine, je veux illustrer. Et donc, la représentation qu'on a quand on est junior et parfois avec un regard naïf, normal, c'est de dire je vais faire l'illustration, par exemple, de livres pour enfants. Sauf qu'aujourd'hui, l'illustration de livres pour enfants, c'est un marché qui est tout petit et qui rémunère pas beaucoup. En revanche, ce qu'on sait moins, c'est qu'aujourd'hui, tous les jeux vidéo, toutes les séries télé, tous les longs métrages, et même maintenant des produits dérivés et toutes les chaînes de production visuelle et graphique sont préfabriqués, préformatés par des super illustrateurs qu'on appelle des concept artistes, qui vont utiliser toutes les technologies,
de la photo, du montage, du collage, du dessin, de la 2D, de la 3D, de la peinture parfois, ou des logiciels, pour fabriquer les plans. C'est-à-dire ce qu'on va voir à la fin dans le jeu, dans le film, etc. Et fabriqué par des super illustrateurs, on pourrait dire, qui vont dessiner, produire, inventer des nouvelles écritures narratives même, et qui vont tout structurer. Et qui vont le faire pour un public à un moment donné, dans un modèle économique spécifique. Et quand on explique ça à un jeune ou à leurs parents en disant « mais votre enfant, ou vous avez de l'or dans les mains, mais il faut penser l'usage, il faut savoir pour qui, pourquoi faire, dans quelle chaîne de production », alors on voit que le grand organisateur et le super architecte de toutes les productions visuelles sont ce petit illustrateur qui n'est pas tout seul dans son coin à faire son petit dessin, mais qui va penser le travail pour des centaines de personnes qui vont travailler derrière, par exemple. Oui, donc ça, c'est plutôt des industries créatives, c'est une autre manière de travailler. On est moins dans l'artisanat, dans l'artisanat d'art, c'est vraiment Mais le volet c'est notre industriel. approche. Mais le même peut continuer à faire de l'artisanat. Oui, il peut choisir, c'est juste que... Ça n'interdit pas Oui. de continuer à faire son dessin, de dessiner de manière une petite carte postale pour un enfant, etc. C'est la même pratique technique au service d'un monde professionnel et d'une structuration qui n'est pas du tout la même. L'un n'empêche pas l'autre. Merci Nicolas. Vincent, on va revenir à vous avec justement, vous êtes à la direction pédagogique d'IRTUB Strasbourg. Alors, quels sont vos enjeux par rapport à la définition d'un programme pédagogique quand on voit justement qu'il y a des bouleversements technologiques, des nouveaux outils numériques, voilà. Comment vous faites pour être toujours à la page, comme vous parliez tout à l'heure justement des outils qui évoluent vite et d'avoir les dernières bonnes versions, mais en même temps aussi, quel est le code de conduite pour ne pas se laisser non plus trop tirer uniquement vers l'outil et garder justement je dirais l'ADN d'une école et sa raison d'être. Alors déjà, on a la chance d'être en nombre parce qu'en fait, dans cette affaire-là pédagogique à IRTUB, on discute du sujet à plusieurs, à la direction des écoles. Donc on s'engueule. Voilà. Et c'est très bien comme ça. Il y a on des n'est pas débats d'accord. animés, très animés même. Vous avez un exemple récent, par exemple Il y a des débats. Il y a eu des débats sur l'IA, par exemple, l'année dernière. On a discuté quasiment toute l'année de l'IA avec des points de vue assez différents selon la façon d'attraper on va dire cette évolution, ce sujet. Donc avec des personnes qui étaient très en résistance parce que notamment la compétence dessin a été apprise sur des années et des années et difficile de se dire qu'un outil peut pas forcément remplacer mais en tout cas peut challenger ça avec des prompts, etc. Et d'autres qui voient ça comme une opportunité, un peu comme moi, de faire des productions nouvelles, des choses qui n'étaient pas possibles avant, des choses dans un temps plus court, voire des choses complètement folles. Et je prends des exemples de ce que fait Étienne Mineur, par exemple, parce qu'Étienne Mineur a été précurseur un peu de cette mouvance-là en France l'année dernière. Il l'a vraiment utilisé, lui, comme un créatif qui utilise l'intelligence artificielle. Vous pouvez juste rappeler, pour les gens qui ne connaîtraient pas, qui c'est, ce qu'il fait. Étienne Mineur, c'est un designer français qui exerce depuis maintenant une bonne trentaine d'années, qui a été formé aux arts décoratifs, qui a fait énormément de conférences, workshops, qui est très en lien avec les écoles, qui est déjà intervenu chez nous. Et en fait, globalement, et c'est pas le seul, mais en tout cas, ça fait partie des noms à suivre pour voir un peu ce qu'un designer, un créatif peut faire de ces outils intelligemment. Oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire pas juste de faire des prompts avec des choses qui sont derrière adressées à personne, en fait. Et donc, finalement, c'est un peu le danger, c'est d'avoir de la multiplication de la production qui n'a aucune saveur et qui n'est adressée à personne et qui finalement ne marche pas et ne trouve pas son public. Donc, c'est ce que rappelait Nicolas tout à l'heure. Dans cette histoire, il y a quand même il y a une médiation entre des humains et l'outil permet de faciliter ça, mais en aucun cas elle ne remplace l'adresse à un utilisateur. Au final, une production créative est adressée à un public, à un utilisateur, et doit trouver son public, son utilisateur. C'est peut-être justement la différence, on en parlait avec Nicolas, entre les Beaux-Arts et une école comme IRTUB. C'est peut-être le fait de vraiment s'adresser à un public précis sans vouloir créer pour créer. Oui, on en a parlé en préparant cette émission, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a deux grandes postures aujourd'hui dans la création. L'un n'empêche à la fois pas l'autre, et souvent les étudiants ont les mêmes sensibilités. Les jeunes professionnels et les professionnels ont toujours cette capacité de penser leur propre création et de s'exprimer très personnellement. Et c'est heureux de le faire et c'est important parce que ça crée aussi sa spécificité de créatif. Mais par ailleurs, quand on est en production professionnelle, on doit être au cœur des gens. C'est-à-dire, on est pour le public, avec, parfois je le dis de manière un peu provocante mais simple, c'est pour qui, pourquoi faire et qui paye. Donc ce qu'on produit, c'est pour qui, pour toucher quoi, qu'est-ce qu'on raconte et à quoi ça sert et dans quel écosystème global professionnel ça s'insère et quel est le modèle économique.
Absolument. Alors justement, on rebondit sur Unreal qui permet ce que vous disiez en préparant la masterclass, l'hybridation des métiers. Ça, c'est assez intéressant parce que finalement, un outil peut réunir plusieurs industries créatives. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu Alors, cette notion-là? ça a été très très vite depuis 2-3 ans. C'est vraiment un raz-de-marée. On va dire qu'aujourd'hui, dans la tête du public, il y a 3 grandes familles de métiers dans la création visuelle. Il y a la direction artistique, les graphistes très autonomes, ils font leurs boucles, leurs showreels, leurs dessins, leurs campagnes de publicité à seuls 2 ou 3, un peu de motion design, voilà, c'est la culture du talent individuel. Montre-moi ce que tu sais faire toi en tant qu'individu. Il y avait la structuration du cinéma d'animation historique, depuis les dessins animés traditionnels, où on travaille à 100, 200, 300 personnes pendant plusieurs années, et on raconte une belle histoire narrée avec un directeur créatif, des studios, etc. Et puis il y avait cet univers plus tech du jeu vidéo, assez séparé des deux autres, avec des profils plus geeks et des grosses licences, Mario, on la connaît, etc., etc. Chacun évoluait avec ses outils, ses logiciels, ses savoir-faire. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec, et on va en parler dans un instant, des logiciels comme Unreal, c'est que Unreal vient du jeu vidéo. Fortnite a été fait par exemple sur ce logiciel, c'est Epic Games, un studio de jeux vidéo qui l'a créé, mais très vite Unreal est devenu un outil de production pour le cinéma d'animation et pour les séries télé, puisqu'on fait des décors hyper réalistes directement avec ce logiciel, on les intègre et ça permet d'aller beaucoup plus vite, d'être plus souple, de faire des effets spéciaux incroyables avec des moyens beaucoup plus réduits, et se déploie aujourd'hui de plus en plus, via la lumière et son travail, sur les productions d'animation 3D, et même maintenant 2 dimensions, c'est-à-dire qui ressemblent aux dessins animés traditionnels. Ce logiciel va permettre à chacun d'aller travailler dans les 3 domaines en même temps. Et on sort d'un festival qui a eu lieu au mois de fin juin à IARTSUP autour de ces questions-là. Et on a vu des gros studios comme Digital District qui produisent pour le monde entier des grosses productions et qui nous disent maintenant, pour le cinéma, on recrute des gens dont les noms des métiers sont les noms des métiers qui viennent du jeu vidéo. Alors là, on boucle la boucle. Voilà, c'est la vraie hybridation, effectivement. Les gens qui vont travailler pour le cinéma deviennent des gens qui ont les noms du cinéma d'animation, mais pourquoi? Parce que c'est le logiciel qui vient du jeu vidéo, le logiciel vient du jeu vidéo. Et donc on voit que les compétences de gamers, dont on a l'impression que c'est des geeks dans leur monde fermé, etc., s'ouvrent. Et je dis parfois, le monde du jeu vidéo mène à tout, à condition d'en sortir aujourd'hui. Ouais. Le champ est hyper ouvert, et on n'a pas encore intégré les outils de l'IA de manière intense dans ce type de production, même si il y a déjà des décors qui sont en partie fabriqués avec des morceaux d'IA, des morceaux d'images réelles, des hybridations avec des images qui viennent d'endroits différents, et tout ça réintégré avec des travails de tech artistes, justement. Et alors justement, merci Nicolas, Adrien, votre regard là-dessus, parce que vous utilisez Unreal. Alors déjà, est-ce que Unreal peut vraiment tout faire? Est-ce qu'il y a une partie dans la création de jeux vidéo que l'IA ne saura jamais faire? En vrai, il y en a quelques-unes. Parce qu'en fait, créer un jeu vidéo, c'est être créatif et c'est avoir des idées qui sont assez originales et pas recycler tout ce qui existe déjà depuis 40 ans ou sur comment fonctionne un jeu vidéo. Donc ouais, toute la partie créativité, la partie création de gameplay pour avoir des trucs originaux et ne pas avoir des copies d'un GTA encore un ou un autre ersatz d'un Dark Souls par exemple. Oui, parce qu'en Imaginons. fait, tout ça est dans la machine IA, donc en fait, ce serait recyclé, Exactement. puisé dans la machine, ce qui existe déjà. C'est ça. C'est ça que vous voulez dire. Et les joueurs n'ont pas envie de revoir la même chose. Même eux, même nous en tant que joueurs, on ne veut pas revoir la même chose à chaque fois. On veut créer des trucs qui sont originaux. Et c'est ça, quand l'IA ne peut pas faire ça. Elle peut aider à faire des choses peut-être nouvelles, mais pas aider complètement à créer des nouveaux trucs qui sont totalement originaux et qui sont jamais vus encore. Donc, ils sortent de la tête des humains. C'est Exactement, ça. qu'on est en train de dire. Voilà. Et alors, Adrien, est-ce que ça vous intéresserait d'évoluer, je sais pas, vers le cinéma, vers l'animation de films d'animation, puisqu'on parlait d'hybridation? Est-ce qu'il y a d'autres domaines qui vous plairaient en dehors du jeu vidéo dans le futur, pas forcément tout de suite? Pas tout de suite, mais oui, cinéma, j'ai déjà été approché pour faire du cinéma d'animation au niveau de la lumière aussi. Et ce qui est pratiquement le même travail en fait. C'est juste je pense qu'on a plus de liberté au niveau du cinéma d'animation que sur le jeu vidéo, où on a des choses très précises. Parce qu'en fait, entre jouer et regarder un film, c'est assez différent. Il y a plus de travail sur jouer dans un jeu parce que le personnage peut aller partout. Alors que dans le cinéma, le perso va à l'endroit où on a décidé qu'il aille. Oui, il y a un scénario bien ficelé, Exactement, effectivement. ça. Il y a Donc, quand même des scénarios dans les jeux vidéo, mais vous disiez qu'il était vraiment créé avec les gamers. Alors que c'est vrai qu'un film d'animation, j'imagine que voilà, les productions sont décidées en fonction d'un volet, si c'est le volet 2-3, ou même juste un scénario original qui ne va pas forcément intégrer réellement
le joueur qui interagit. Et si on parle là-dessus, sur le ciné d'animation, on a un studio qui s'appelle Supermassive chez Apetis, qui c'est donc anglais, qui font en fait donc du cinéma sur Unreal, sur la plupart des trucs. Et eux font vraiment du cinéma, donc c'est des jeux qui sont à choix. Mais c'est toujours du jeu, mais derrière, c'est vraiment si on suivait un scénario de film où on est les héros. On peut choisir ce qui se passe dans le truc. Donc c'est possible à faire. On peut totalement marier le cinéma avec le jeu vidéo ensemble, mais ça donne pas une production de jeu vidéo comme on le pense au début, auquel on peut jouer dedans, mais au plus on est spectateur avec des choix. D'accord, très bien. J'avais d'autres questions. C'était justement, on a parlé de toute cette partie production grâce à l'IA. C'est un peu aussi, il y a un peu à boire et à manger. Et il y a la question quand même des droits, Nicolas, on va en parler un peu. À qui appartient la création aujourd'hui si elle est faite comme ça grâce à l'IA? Puisque justement, on recycle le cerveau des hommes qui est dans la machine, quoi, en fait. Oui, puis on recycle tellement que parfois le niveau de l'IA baisse parce que l'IA recycle les images faites par l'IA. Donc à un moment donné, il faut créer des nouvelles images et des nouveaux contenus. Ça, c'est le premier point technique. Le deuxième point, c'est la question des droits. Aujourd'hui, on a un ensemble d'intervenants à Airtube, de professionnels, qui nous expliquent et qui nous démontrent très clairement qu'il est interdit de produire des images ou des contenus réalisés avec l'IA. Sinon, ils sont virés immédiatement. Donc, c'est rassurant, je trouve, quand même. Ils vont utiliser l'IA comme comme source d'inspiration. Ce que nous dit tout le monde aussi, dans ce cadre-là, c'est que si vous n'avez pas de culture générale, culture visuelle, culture graphique, culture historique, vous ne savez pas prompter. Donc vos images n'ont pas de sens, pas d'intérêt, elles n'ont pas d'originalité. Donc aller chercher des choses qui font sens nécessite de plus en plus et plus que jamais d'avoir une bonne culture professionnelle, une bonne culture générale, culture historique, culture graphique, culture visuelle. Et puis, aujourd'hui, ça se structure avec des juristes, des histoires entre le droit d'auteur, le copyright, etc. Oui, c'est ça. Tout est à faire et à penser. Oui, il n'y a pas de loi encore là-dessus, je ne sais pas. Il y a un INIA Act à l'échelle européenne. Oui, d'accord. Ça a bien démarré. Ça n'interdit pas certaines agences de pub aujourd'hui de sortir des images 100% générées par IA. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On en a vu certaines récemment, dans l'automobile notamment. Dans une certaine limite. Elles sont en général retravaillées. Ce n'est pas l'image brute qui sort. Et puis il y a aussi tout un champ de l'art contemporain qui s'amuse avec des narrations d'IA. On voit qu'il y a de plus en plus de propositions, on va dire, artistiques libres qui n'intègrent pas un modèle économique, c'est-à-dire que tout ce qu'on va faire directement avec l'IA ne doit pas être rémunéré. Oui, c'est ça. C'est l'art pour l'art, quoi. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant, ça ouvre le champ des possibles. Dès qu'on est dans une production professionnelle, il y a des cadres structurants qui vont continuer à se structurer sur le sujet. Merci à Nicolas. Vincent, est-ce qu'il y a des projets d'étudiants qui vous ont marqué à Strasbourg, qui ont intégré justement tous les nouveaux outils Unreal par exemple, ou d'autres Alors Unreal, oui, dans les filières dont je ne m'occupe pas, mais j'ai vu des très belles choses passer effectivement avec Unreal, bien que même en motion, on intègre aussi une brique technique Unreal. La spécificité d'Unreal aussi, on n'en a peut-être pas parlé clairement, c'est que c'est du temps réel, donc ça évite le temps de calcul. Et en fait, c'est en ça que ça révolutionne la chaîne de production, notamment du cinéma d'anime, dans lequel il y avait des pipes avec des machines qui calculaient pendant des heures, des jours, des mois. Et on passe sur quelque chose qui est vraiment accéléré par la capacité de calcul du temps réel. On peut peut-être donner un exemple. Par exemple, si je dessine ce stylo dans un film d'animation et que j'ai une ombre portée du stylo qui arrive là, et qu'une fois que j'ai fini de faire ma production, je me dis « Ah bah non, ça va pas, il faudrait que la lumière soit ailleurs ». Avant, on était obligé de tout effacer, de tout recommencer. Maintenant, on prend la lumière, on la déplace et c'est fait. Incroyable. Ça fait ces histoires de parallaxe, c'est pareil, on avance et donc les plans se déploient. Donc techniquement, je ne rentre pas dans le détail, mais on a à la fois la question des lumières, des ombres. Si le stylo, je ne veux plus le mettre là et je le mets là, je le déplace. Alors qu'avant, il fallait refaire toute l'image et tout recommencer. Oui, c'est un gain de considérable. On a des gains de production de x10, x100 en termes de vitesse de production et des possibilités qui s'élargissent. Et la possibilité, en plus, de travailler à plusieurs en même temps dans la même scène. Alors qu'avant, c'était chacun qui faisait sa petite partie, puis après, il y avait des machines énormes qui faisaient du rendu. Donc, on a aussi des économies d'énergie, parce que ça demande beaucoup moins de serveurs, beaucoup moins de rendu. Ça va plus vite, ça permet d'être plus créatif au sens où si on a une nouvelle idée, on peut l'intégrer assez rapidement sans que ça oblige toute la production à tout refaire. Et donc, c'est beaucoup plus souple. Et donc, c'est pour ça que ça va dans tous les secteurs et que c'est super pertinent. Et ça va permettre aussi des travaux plus individuels et sans doute de faire émerger des créatifs qui n'ont que peu de moyens et qui vont faire des propositions hyper pertinentes.
Hier, je fais une connexion avec un studio que j'aime beaucoup qui s'appelle Fexen en Suisse, qui travaille, alors c'est pas avec Unreal, mais qui intègre de la 3D pour faire des affiches, des couvertures de magazines, etc. Et en fait, de la même façon que Unreal porte en lui, étant donné que c'est du temps réel, la capacité de devenir interactif, c'est-à-dire que l'exemple que Nicolas mentionnait qu'un stylo, c'est qu'évidemment, on peut déplacer la lumière, etc., mais on peut aussi déplacer le stylo, c'est-à-dire comme un joueur dans un jeu vidéo. Comme c'est du temps réel, ça va être recalculé en fonction des interactions que va avoir l'utilisateur sur la production créative. Et on peut déplacer la caméra qui filme le stylo. Aussi. Tout ça, c'est très nouveau. C'est comme s'il y avait plein d'hommes à l'intérieur qui bougeaient. En fait, c'est comme s'il y avait un réalisateur en temps réel qui était en train de faire quelque chose en live en fonction de ce que lui demande l'utilisateur, en quelque sorte. Et c'est un peu trouver la bonne balance d'ailleurs entre le champ qu'on laisse au réalisateur, ce qui est le joueur en réalité, et les capacités techniques de la machine, etc. Mais en tout cas, c'est calculé en live, quoi. C'est pour ça qu'on a droit de faire des choses interactives. Tout n'est pas encore au point, mais on avance à très grande vitesse sur le sujet. Et donc Fexen, voilà, pour revenir à eux, ils font des choses en 3D qui, en fait, en elles portent, parce que du coup, c'est des couvertures de magazines, par exemple, ou d'autres choses qui sont ce qu'on appelle des still frames, quoi. C'est-à-dire que c'est statique, c'est une image statique, mais en elle est déjà potentiellement animable en motion. Et elle peut devenir une bannière d'un site, elle peut devenir un post sur un réseau social, etc. Parce que techniquement, elle a été conçue pour déjà être animable. Et donc, c'est des tentatives qu'on fait aussi dans mes filières de montrer que l'outil 3D, je pense notamment à Blender ou à Cinema 4D, permet aussi pour des directeurs ou des directrices artistiques d'être utilisé pour faire des productions qui peuvent être changées, transformées, animées. Et par exemple, se dire, dans ma scène, j'avais une sphère avec une texture de verre, et en fait, je vais lui mettre une texture de cuir. Et puis, en fait, c'est la machine qui va recalculer. Et si j'avais dû faire ça en photomontage dans Photoshop, bah, j'aurais mis peut-être une heure. J'aurais pu le faire en IA, mais en IA, j'aurais pas pu changer ma caméra de place, etc. Donc, c'est pour ça que je disais que ça a été un terrain de jeu, c'est que ça amène des nouvelles possibilités de faire quelque chose de beaucoup plus évolutif, en fait. Collaboratif, évolutif. Merci Vincent. Juste avant qu'on conclue, quelques exemples donc de projets d'élèves, peut-être même d'élèves qui ont évolué dans des entreprises dont on peut parler de leur carrière, peut-être Nicolas. Et après, on terminera par l'aspect environnemental, éthique de la création. Des exemples, on pourrait en citer plein, mais j'ai envie d'en citer un et de rebondir sur ce que vient de dire Vincent. On a un étudiant qui s'appelle Nicolas, qui est actuellement en 5e année, qui a fait pour son projet de fin d'études une collection avec 250 photos réalisées 100% sur IA, qui est une collection de vêtements spécifiques. On pourrait se dire, bah, il s'est bien amusé. Il ne s'est pas si bien amusé que ça, entre guillemets, parce qu'en fait, il est même early adopter. C'est parce que j'ai appris quelques mois plus tard, directement en discutant avec les gens de chez Unreal, que LVMH forme tous ces stylistes et créatifs sur Unreal pour fabriquer les objets de production, les sacs, etc., directement dans ce logiciel. Aujourd'hui, ça va jusque-là. C'est-à-dire que comme c'est de la modélisation 3D temps réel et qu'on peut jouer sur la lumière, les textures, etc., on fabrique les objets de mode de demain directement sur ce logiciel. Ces mêmes objets, on peut les mettre dans un jeu vidéo, on peut les mettre dans un cinéma d'animation, on peut les récupérer tels quels et les mettre dans la pub. C'est-à-dire qu'on voit bien que, et on peut en faire évidemment les floating photos, 100% digitaux, ou bien en intégrant des vrais mannequins. Donc, il n'y a plus de limite en fait en réalité à ce qu'on peut imaginer. Nos étudiants, eux, qui sont soit dans les agences de pub, j'ai pris quelques, voilà, on m'a demandé quelques noms où ils sont, qui sont directeurs artistiques, digital designers, qui sont dans les agences comme chez Marcel, chez DDB, chez Publicis, qui sont aujourd'hui dans le luxe comme chez Guerlain, L'Oréal, Chanel, etc. Qui peuvent être chez Ubisoft comme Marie-André Rossi, chez Big Company ou Oma Games, montant des studios de free-to-play aussi, de jeux gratuits sur mobile, chez Sandro ou chez L214 pour les plus engagés, puisqu'on va parler d'éthique et de déontologie tout à l'heure, se pose pas la question en réalité, et de moins en moins de ce qu'ils savent faire, mais de ce qu'ils peuvent faire. Il y a ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on sait faire. Donc ce qu'on sait faire, on l'apprend dans une école. On apprend à composer, faire une image, des langages visuels, la narration, la photo, les outils, etc. L'UX, l'UI, la recherche, les usages. Ok, tout ça, ça s'apprend. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est des questions éthiques. Jusqu'où on doit aller, à la fois pour convaincre, pour séduire, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a envie de dire aujourd'hui, on peut tout faire. C'est-à-dire que les technologies permettent de plus en plus d'imaginer des choses qui sont de plus en plus accessibles pour chacun.
Merci Nicolas. Ce sera donc le mot de la fin. Peut-être vous voulez rajouter quelque chose juste sur la partie éthique, Oui, la manière dont une école comme IRTube se positionne sur la création dans un monde où justement il faut penser à l'environnement. Justement, quand on peut tout faire, on peut faire des fake news qui ont l'aspect du réel. Ça, c'est un problème. Donc aujourd'hui, on ne voit pas la différence entre des fausses images, des faux discours, des fausses narrations, des fausses voix et une réalité. Il n'y a plus de réalité puisque tout est de la 3D hyper réaliste. Et d'ailleurs, même se pose la question dans les jeux vidéo de est-ce que c'est intéressant d'avoir un jeu vidéo hyper réaliste qui ressemble à la réalité? Puisqu'une fois qu'on l'a vu une fois, on est super excité, mais après, s'ils sont tous comme ça, c'est plus intéressant. Donc on va revenir vers des postures créatives de direction artistique. Il y a du sens, des images, peut-être vers plus de simplicité. Et peut-être que c'est heureux de revenir vers plus de simplicité, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il faut économiser les ressources. La course au logiciel est une fuite en avant, puisque les ressources deviennent de plus en plus rares et qu'on doit faire de la sobriété énergétique. Et donc, il y a toute une question qui va forcément arriver, et sur laquelle les choses ne sont pas calées, mais qui est ce qu'on appelle les externalités. Donc ça, à IRTube, on oblige les étudiants à penser à ça, et c'est important quand on est un organisme de formation ou une école, c'est de dire aux étudiants, quand vous avez un projet, une production, ça va générer ce qu'on appelle des externalités, du plastique, de la pollution électrique. Empreinte carbone, oui. Et donc, de plus en plus, les écoles de design intègrent ces dimensions-là en disant, OK, toucher le public, c'est bien, mais être centré sur l'humain, on parlait de user-centric design pendant longtemps, ça, le design centré sur l'humain, n'a pas de sens si vous ne faites pas une user-centric mondial, c'est-à-dire que tout ce qu'on génère et ce qu'on met dans la planète revient comme un boomerang dans l'humain. Donc être centré sur l'humain, c'est forcément, à mon sens, être centré sur la dimension écologique au sens large. C'est la fin de cette masterclass, merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement pour un deuxième épisode de la masterclass Ionis et demain l'avion avec l'école d'ingénieurs IPSA. À très bientôt.